Bonjour à tous, donc bienvenue pour le quatrième épisode de notre série de webinaires santé du think tank le plus important qui porte aujourd'hui sur le thème des technologies de la santé et le Covid et quels apports concrets justement de ces technologies. Avant de commencer, si vous le permettez, et de passer la parole à nos invités que je remercie, quelques mots sur le think tank. Donc nous sommes une communauté engagée d'experts et de professionnels qui vise à favoriser le développement des capacités et des compétences des classes moyennes et des plus fragilisées pour relever les défis sociaux de l'économie numérique. Nous voulons ainsi redonner du pouvoir d'agir à chacun et promouvoir une société plus inclusive. Sur la santé, nous nous sommes attachés à montrer en quoi les technologies venaient modifier, bouleverser l'exercice des professionnels de santé. La robotisation, la numérisation, l'intelligence artificielle, on le sait tous, c'est autant de progrès annoncés pour la santé, mais qui peuvent aussi être considérés comme des menaces pour les professionnels de santé. Nous avons ainsi établi une analyse et des propositions à destination des autorités publiques que vous pouvez trouver sur notre site leplusimportant.org. Avec la crise du Covid, les usages des nouvelles technologies en santé, on le sait tous, se sont brutalement accélérés. À titre d'exemple, bien sûr, la télémédecine, mais les intervenants y reviendront tous, mais aussi le recours à l'intelligence artificielle pour l'analyse des données, pour aider à l'action, ou encore, évidemment, le tracking des contacts. Alors, en quoi la crise du Covid a changé la donne? Quels impacts concrets pour les professionnels, mais aussi pour les patients, bien sûr, qui sont les premiers concernés? Quels enseignements peut-on en tirer? Qu'est-ce qu'il va rester de ces nouveaux usages après le pic de la crise qui s'amorce? Quels sont les avantages potentiels et les risques à éviter, bien sûr? Comment accompagner les professionnels de santé face à ces changements? Pour débattre de tout cela, nous accueillons aujourd'hui nos trois intervenants que nous remercions vivement d'avoir bien voulu accepter d'échanger avec nous. Bonjour donc à Monsieur Yann Bubien, directeur général du CHU de Bordeaux, au docteur Cécile Monteil, qui est pédiatre, directrice médicale d'Illumène et médecin aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré, et au docteur Véronique Elie, qui est infirmière en équipe mobile Covisan. Elisabeth, c'est à toi pour la suite. Merci beaucoup. D'abord, un grand merci à nos intervenants de bien vouloir partager leur vision et leurs expériences. Donc, vous allez nous dire d'abord en quoi, effectivement, les technologies de santé peuvent constituer un réel progrès pour les professionnels de santé et pour les patients. Également, en quoi, de votre point de vue, la crise sanitaire que nous venons de traverser a modifié, ou pas d'ailleurs, les usages et les pratiques des professionnels de santé et des patients en matière de tech de santé. Donc, quels sont, de votre point de vue, les freins qui ont été levés, quels sont ceux qui persistent encore? Et vous nous direz aussi si de votre point de vue, ces transformations, si vous avez observé des transformations, si ces transformations sont pérennes, comment vous les voyez évoluer dans les mois et les années qui viennent? Et enfin, dernier point peut-être pour conclure, à la lumière de ces enseignements, que ces enseignements soient positifs ou négatifs, quelles recommandations feriez-vous au pouvoir public en termes de décisions à prendre, notamment dans le contexte du Ségur de la santé? Alors, peut-être avant de démarrer, quelques mots d'ordre pratique sur le déroulé de la session et en particulier à l'attention de nos auditeurs et des participants à ce webinaire. Donc, chaque intervenant va parler environ 10 à 12 minutes avant que nous passions aux questions. Alors, à l'attention du public, vous avez la possibilité de poser des questions pendant toute la durée du webinaire en utilisant la fonction chat de l'application Zoom. Et nous transmettrons évidemment ces questions en temps réel à nos intervenants à l'issue de chacune de leurs prises de parole. Alors, il faut savoir que ces séances sont également enregistrées et seront mises en ligne sur notre site. Et des podcasts seront disponibles sur iTunes, Spotify et Deezer. Donc, si vous avez raté cette séance, vous pourrez toujours vous rattraper soit sur notre site, soit sur les podcasts. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez bien évidemment réagir maintenant, pendant le webinaire et après le webinaire, pour les aficionados des réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. Donc sur Twitter, notamment @ le plus important, et hashtag #CovidTechSanté. Autre point, nous ferons à l'issue de cette série de webinaires, nous ferons une restitution qui permettra de reprendre les enseignements et les points saillants de l'ensemble de ces échanges et donc d'enrichir le rapport dont nous avons parlé tout à l'heure. Merci, en tout cas, merci de votre participation, merci de votre audition et je vais donner la parole donc à Monsieur Yann Bubien qui va nous exposer sa vision.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce webinaire le plus important. Je suis très heureux d'y participer pour vous parler un peu de ce que nous avons fait au CHU de Bordeaux. Parce qu'au CHU de Bordeaux, nous avons accueilli le premier patient le 24 janvier dernier, le premier patient français, un Bordelais d'origine chinoise qui revenait de Wuhan et qui revenait à Bordeaux et qui a été dépisté Covid+, le 24 janvier. Alors du coup, tout le CHU de Bordeaux s'est organisé à partir de ce moment-là, de janvier, donc très en amont. Et nous avons réorganisé entièrement le CHU de Bordeaux pour répondre à la demande, pour répondre à l'épidémie. Alors c'est tout le personnel qui s'est mobilisé, les médecins, les paramédicaux, tous les personnels techniques, médico-techniques, administratifs, tout le monde s'y est mis pour répondre à la demande. Il se trouve qu'en plus, la région Nouvelle-Aquitaine a été la région la moins impactée de France. Mais à l'époque, évidemment, nous ne le savions pas et nous avancions au fur et à mesure que la crise évoluait. Alors en matière de nouvelles technologies, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le CHU de Bordeaux, d'abord, il y a un avant-crise. On travaille déjà beaucoup avec des startups, avec des professionnels des nouvelles technologies, avec des professionnels de santé aussi du CHU ou hors CHU qui s'impliquent énormément en matière de technologie. Ce qu'il faut noter, c'est que la crise sanitaire, la crise Covid-19, eh bien, elle a été un accélérateur d'innovation, innovation dans tous les domaines. On a beaucoup mieux travaillé avec l'ensemble des autres établissements publics privés, avec l'ensemble des professionnels de santé libéraux, avec des entreprises, qu'elles soient locales ou nationales. Et puis, on a vu apparaître et se développer des modes de fonctionnement qu'on n'arrivait pas forcément toujours à faire évoluer. Je pense par exemple aux visioconférences. On a réussi à tenir des instances en visioconférence. On a réussi à tenir plein de réunions en visioconférence, bien sûr des téléconsultations, des téléexpertises sur lesquelles je reviendrai au cours de ma petite présentation. J'ai juste 5 petits slides uniquement pour vous montrer et pour centrer sur les nouvelles technologies, puisque je vous le disais, on a mis en place énormément d'applications, énormément d'outils numériques de manière à aider pendant la crise, aider les professionnels, aider les patients et aider les citoyens également, tous ceux qui avaient envie d'être proches du CHU de Bordeaux pour travailler sur le sujet. Alors, je pense qu'on va passer à la deuxième diapositive et vous allez voir, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec plusieurs points que je vais citer comme ça, puis après on pourra en reparler si vous le souhaitez. D'abord, un premier point, création d'un simulateur numérique de formation. Alors moi, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé, la simulation en santé, la simulation pour tous, la simulation par la formation, jamais la première fois sur le patient. Et c'est vrai qu'on a développé avec une entreprise de tech qui s'appelle Sim4Health, avec qui on travaille extrêmement bien, avec qui on fait beaucoup de formations. Formation pour les étudiants en santé, qu'ils soient étudiants médicaux ou paramédicaux, et formation continue, bien sûr, pour l'ensemble des établissements. Alors, on a fait un simulateur numérique de formation sur le Covid avec Sim4Health. Alors, c'est extrêmement passionnant. C'est une petite image là qu'on peut voir en bas, avec au centre de simulation du CHU de Bordeaux, avec l'Université de Bordeaux. On a travaillé là-dessus et on a réussi à former les professionnels de santé sur le Covid-19 par la simulation et c'est extrêmement passionnant. Deuxième point, une application qu'on a appelée Canopé, qui a été faite par le professeur Pierre Philippe, qui est à la clinique du sommeil du CHU de Bordeaux. Et là, c'est quoi? Eh bien, c'est pendant le Covid, on s'est rendu compte que nombre de citoyens avaient des problèmes de sommeil. Et donc, on a sorti cette application qui s'appelle Canopé et qui est là pour essayer de gérer mieux les troubles du sommeil en lien avec la clinique du sommeil du CHU de Bordeaux. Troisième point, je l'ai un peu développé, je l'ai un peu dit tout à l'heure en introduction, on a développé énormément les téléconsultations. On a eu au cours
des mois de mars, avril, mai, 14 000 téléconsultations au CHU, plus de 500 médecins qui se sont engagés en la matière. C'est 25% des consultations du CHU pendant la période qui se sont faites par Skype, par des plateformes comme ClickDoc, par téléphone également. On a déployé énormément d'équipements sur le territoire de manière à suivre mieux les patients chroniques notamment, parce que c'était un sujet qui nous importait, avec un suivi qui s'est fait par téléconsultation, par téléexpertise, par télésuivi. Et c'est vraiment extrêmement passionnant. On a réussi à développer ce type d'intervention de manière importante, alors même qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, certains praticiens ne souhaitaient pas ou pensaient qu'on ne pouvait pas le faire dans des conditions idéales. Et finalement, je vois beaucoup de praticiens du CHU de Bordeaux qui viennent me voir et qui me disent qu'aujourd'hui, eh bien, ils se sont rendus compte de l'intérêt que ça avait, parce que certains patients, notamment en maladie chronique, ne se déplaçaient plus au CHU de Bordeaux. Troisième diapo, s'il vous plaît. Alors, on a mis en place tout de suite le 18 mars, vous savez, les centres 15 au début ont été terriblement embolisés parce que en cas de suspicion, il fallait appeler le 15, ce qui était normal au début, mais avec l'augmentation des cas, évidemment, on a engorgé le centre 15, ce qui fait que le 18 mars, on a mis en place une plateforme qu'on a appelée Ville-Hôpital, Villop, une plateforme qui est destinée à tous les professionnels de santé libéraux et tous les professionnels de santé hospitaliers, publics ou privés, qui pouvaient appeler un numéro dédié. Voilà, vous êtes une infirmière libérale, un médecin libéral, un médecin hospitalier, vous posiez une question sur le Covid, eh bien, vous pouviez appeler cette plateforme toute la journée, le week-end compris. Il y a toute une plateforme avec des médecins, des internes qui répondaient à toutes les questions et qui orientaient tous les professionnels de santé sur le sujet Covid. Donc ça a été ça a très très bien marché, hein. Vraiment, on a eu énormément d'appels, jusqu'à près de 8000 appels aujourd'hui sur cette plateforme qui continue, hein, qui existe toujours aujourd'hui. Et ça fonctionne extrêmement bien en lien avec notre équipe mobile de dépistage, puisqu'on a mis aussi à la même époque plusieurs équipes mobiles de dépistage, non seulement dans les EHPAD, dans les hôpitaux gériatriques, mais également à tous les endroits dont on avait besoin sur l'agglomération et le département de la Gironde. Autre diapo. À la plateforme Raphaël. Alors, la plateforme Raphaël, c'est une plateforme qui est issue d'une appli qu'on appelle Ange Gardien, une appli qui fonctionnait déjà en Nouvelle-Aquitaine, une appli qui a été mise en place par le CHU de Bordeaux et l'Université de Bordeaux, avec l'URPS, les médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine, avec l'ARS, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. C'est quoi Ange Gardien? Eh bien, c'est le suivi à domicile des maladies chroniques. Et là, on a adapté l'application pour répondre à la demande en matière de Covid. Et donc, Raphaël, c'est une appli à domicile pour tous les patients qui étaient atteints de Covid et qui étaient à domicile, avec une plateforme pour répondre toute la journée et le week-end aux questions que se posaient les patients qui étaient atteints du Covid et qui étaient à domicile. Ils peuvent appeler et ils étaient suivis tous les matins en fonction de ce qu'ils avaient indiqué sur leur application. Alors, ils mettaient la fièvre a augmenté, je tousse, etc. Donc, tous les symptômes qui étaient listés sur la plateforme, et ils étaient rappelés tous les matins pour voir où on en était. L'idée, c'est quoi? C'est d'éviter évidemment une hospitalisation qui n'est pas utile et au contraire d'hospitaliser en urgence si le besoin se fait sentir. Un lien qui se fait avec cette appli via évidemment le médecin traitant également. Donc, vous voyez, c'est un lien, un triptyque entre le patient Covid à domicile, son médecin traitant et le médecin hospitalier spécialiste du sujet. Dernière diapo, s'il vous plaît. Voilà. On a lancé également
cette plateforme qui s'appelle Monsieur Coco, qui est le coronavirus expliqué non seulement avec plusieurs versions, une version qui marche très bien pour les enfants, qui est destinée donc à toutes les écoles et à tous les enfants pour expliquer avec une bande dessinée et une appli sur le sujet pour expliquer aux enfants et puis aux adultes, évidemment, comment expliquer les évolutions de la maladie, parce que vous le savez, on a tous bougé, évolué au fur et à mesure. Entre le 24 janvier et aujourd'hui, les connaissances ont bougé, les connaissances ont évolué, les questions ont été renouvelées en permanence. Quand je vois au début les réponses que nous apportions et les réponses que nous apportons aujourd'hui, il y a eu nombre d'évolutions. Et c'est vrai que les nouvelles technologies, que les applications, que tout ce qui est à domicile a extrêmement bien fonctionné parce que ça permettait de s'adapter au jour le jour. Et c'est pareil pour la simulation et la formation en santé. On voit qu'on a réussi à s'adapter au fur et à mesure des nouvelles connaissances que nous avions de l'épidémie de Covid-19. Voilà un peu pour commencer un petit état des lieux. Et moi, je veux remercier toutes celles et ceux qui se sont impliqués. J'ai parlé évidemment de tous les professionnels de santé du CHU de Bordeaux, mais je voudrais aussi parler de tous les étudiants en santé, qu'ils soient des écoles paramédicales, mais également tous les internes et les externes en médecine, en pharmacie, en odonto, les étudiants sages-femmes également. Voilà. Et donc, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bubien. Bravo pour la collaboration et pour la réactivité dont on voit que le CHU de Bordeaux a fait preuve, et je pense que tout le secteur de la santé a fait preuve de cela aussi en France, mais là vraiment particulièrement. On a 3 questions des auditeurs. Je vous les pose une après l'autre. Questions courtes, réponses courtes si possible. La première qui vient de Amandine Caillol. Quel était le nombre de téléconsultations avant la crise sanitaire pour comparer avec les 25% évoqués pendant la crise? Pouvez-vous nous préciser quels outils ont été utilisés pour ce faire? Merci. Alors, j'ai pas le chiffre exact devant moi, donc ça va être très difficile. Ce que je sais simplement, c'est qu'on a plus que quadruplé le nombre de téléconsultations par rapport à un mois normal. Donc, vous voyez, c'est une évolution qui est assez majeure. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'on est passé de 1 à 4 par mois. C'est à peu près ça. Et pour les outils qui ont été utilisés, on a principalement utilisé Skype, également la plateforme ClickDoc. Et puis, certains médecins ont préféré travailler de chez eux par téléphone, puisqu'il y a eu beaucoup de télésuivis par téléphone qui se sont faits également. Une deuxième question de monsieur ou madame Barbier. Est-ce que Ange Gardien était en lien avec la web app Maladie Coronavirus? Non, je ne crois pas. Ange Gardien, c'est une appli, une plateforme qui a été créée de toutes pièces par le CHU de Bordeaux avec l'Université de Bordeaux, avec plusieurs professeurs. J'ai oublié de dire que c'était fait avec Capgemini. C'est Capgemini qui fait cette plateforme et qui fonctionne extrêmement bien. Ok. Je vous propose que peut-être, si Elisabeth, tu en es d'accord, on passe à la deuxième intervention et on pourra peut-être se garder un temps de questions à la Oui, fin. attends, il y avait une autre question, je crois, de Monsieur Castel. Et il y en a plein d'autres, oui. Oui, peut-être. Alors, Qui est très, on peut peut-être la poser parce qu'elle est assez opérationnelle. Quel matériel ou équipement recommandiez-vous aux malades du Covid à domicile? Thermomètre, masque et gants pour l'isolation de la famille. Voilà. Ah bah écoutez, alors c'était en fonction. C'est des spécialistes de maladies infectieuses qui répondaient au bout du téléphone à tous les patients. Alors pour la plateforme, donc il y avait d'abord une appli pour tous les patients suivis à domicile. Chaque jour, ils devaient rentrer leurs symptômes et répondre à quelques questions. Ces questions étaient envoyées immédiatement. Les réponses étaient envoyées immédiatement d'une part à leur médecin traitant, d'autre part à la plateforme. En fonction des questions, il y avait des indicateurs évidemment
et les patients étaient rappelés systématiquement et par le patient traitant et par leur médecin traitant, pardon, et par la plateforme en fonction de l'évolution. Et donc, les conseils qui étaient donnés étaient évidemment adaptés aux circonstances. Donc, il y a autant de cas possibles et imaginables. Très bien. Oui, on peut. Donc, on s'arrête là peut-être pour les questions. On en aura d'autres certainement à la fin, mais compte tenu de l'heure, on va donner la parole à Madame, au docteur Monteil. Merci beaucoup. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, Cécile, c'est parfait. Super, super. Ravie d'être avec vous. Donc, je pense que ma présentation va être un petit peu complémentaire puisqu'après le point de vue des directions d'hôpital, finalement, moi, j'étais du côté des soignants. J'ai divisé ma présentation en deux parties. La première, en fait, j'ai recensé quelques exemples d'utilisation du numérique que j'ai trouvé intéressantes, mais qui sont absolument pas forcément, qui n'ont pas forcément fait partie de ma pratique ni dans mon hôpital. Hein, ça vient d'un petit peu partout. Et puis ensuite, je vous dirai ce que moi, ça a modifié dans ma pratique au quotidien. J'ai fait quelques slides, mais qui sont juste des supports avec des images pour illustrer ce que je vous raconte. Donc finalement, pour la première partie, je vais commencer par l'initiative d'impression 3D que la PHP a lancée, puisque pour le coup, j'en ai fait partie. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Et normalement, ça va marcher. Est-ce que ça marche? Bon, ouais, super. OK, donc, hop. Voilà. Donc, en fait, avec un chirurgien maxillofacial de Necker, on a lancé la plateforme 3D Covid en partenariat avec la PHP. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai un petit peu une activité dans tout ce qui est le milieu des nouvelles technologies en santé, j'avais énormément de makers qui me contactaient pour faire des visières, pour savoir ce qu'ils pouvaient imprimer pour pallier au manque de matériel de l'hôpital. Et puis, il n'y avait pas vraiment d'offres coordonnées. Et puis, de l'autre côté, le docteur Consari, en fait, essayait, lui, de mettre en place un parc d'imprimantes à la PHP. Donc, on a un peu joint nos forces et on a réussi, en fait, à monter une plateforme à Cochin où on a fait venir 61 imprimantes 3D professionnelles. Donc, il y avait, la majorité, c'était des dépôts de films, mais on avait aussi 3 PolyJet. Donc, c'était quand même vraiment, c'était du lourd. Et puis, on a fait un site pour recenser le besoin des soignants et mettre les projets qu'on avait et qui étaient développés par la plateforme. Donc, la plateforme des 61 imprimantes, elle était gérée par une start-up qui s'appelle Bone 3D, en fait, qui ont mis leurs ingénieurs à disposition. Et tout ce qui était imprimé, en fait, était en coordination avec la structure de la PHP qui s'appelle l'AGEPS, qui est l'Agence générale des équipements et des produits de santé. Et puis, tout ce qu'on ne pouvait pas imprimer ou ce qui était pour… parce que alors, c'était pour la PHP, mais pas que, hein, bien sûr. Donc, tout ce qui était pour imprimer hors APHP, en fait, on se coordonnait avec les makers. Tous les projets qui ont été faits étaient bien sûr open source. Et maintenant, le but, en fait, c'est que tous ces projets qui ont été réalisés puissent servir à d'autres, par exemple, à d'autres pays. On est en train de monter un projet avec l'Afrique via des associations. Donc, je vous ai mis quelques photos pour voir à quoi ça ressemble. Donc, c'était dans le cloître à Cochin. Hein, donc, c'était un endroit qui était très joli. Il y avait 2 grandes salles où les 61 imprimantes ont été placées. Et puis, en bas à droite, vous pouvez voir donc, ce qui a été imprimé. Donc, il y a eu des visières, des pouces-boutons, des portes élastiques, des poignées de porte hygiéniques et puis des petits dispositifs médicaux, donc des adaptateurs pour respirateurs, du matériel pour la chirurgie cardiaque, alors qui n'était pas forcément Covid. Et puis, on a aussi travaillé sur les masques Décathlon, les masques de CPAP. Donc, il y a pas mal de projets qui ont été faits. Et donc, aujourd'hui, maintenant que la crise, on espère, est sur la fin,
que vont devenir ces imprimantes. Donc, c'est encore en discussion probablement jusqu'à l'été, mais je pense qu'il va y avoir une espèce de pôle innovation qui va être créé à la PHP et les imprimantes soit seront divisées sur plusieurs sites, soit resteront sur un site. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir les garder et en faire quelque chose. Si vous vous demandez comment est-ce qu'elles ont été achetées par une structure publique, en fait, ça a été par le soutien de Kering qui a donné ce qu'il fallait pour faire tout ça. Donc ça, c'était une première initiative. Donc j'essaie de prendre des exemples qui sont très variés. La deuxième initiative que j'ai trouvée intéressante, c'est ce robot en fait qui a été utilisé au service des urgences de la Rivoisière. Donc en fait, c'est la fondation du Paris Saint-Germain qui l'a mis à disposition afin de faire en fait de pouvoir donner les avis spécialisés, donc des spécialistes qui sont dans les services aux urgences sans que les médecins aient à se déplacer. Donc, ça a commencé en médecine interne. En médecine interne, à la Rivoisière, toutes les salles étaient quasiment Covid et donc les médecins étaient énormément exposés. Donc, finalement, ça évitait aux médecins de se déplacer et de potentiellement transmettre le virus ou alors potentiellement de le contracter. Donc, ça a été plutôt bien utilisé. Ils l'ont encore. La fondation du Paris Saint-Germain est censée récupérer le robot quand les championnats vont recommencer. Mais bon, ils sont en train de discuter pour voir s'ils ne peuvent pas le garder. Et puis, donc, c'était initialement avec la médecine interne, mais maintenant, il y a les orthopédistes qui commencent à s'en servir. Il va y avoir les neurologues. Donc, bien sûr, quand il y a besoin d'un examen clinique, les médecins se déplacent toujours, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a bien marché et qui a été très apprécié et par les médecins et par les patients. Donc, j'avais trouvé ça assez sympa. Ensuite, alors, j'ai pas de… Hop, oui, alors si, pour la clinique Pasteur, donc la clinique Pasteur qui est à Toulouse, qui ont fait aussi pas mal de choses intéressantes. Donc ça, ils ont installé une borne de prise de température à l'accueil. Et en fait, tous les patients qui se présentent, en quelques secondes, pouvaient avoir leur température. Donc, ce n'est pas le seul signe, bien sûr, du coronavirus, mais j'ai trouvé que c'était une initiative qui était intéressante, en plus qui était complètement hygiénique. Ils ont fait d'autres choses aussi. Decathlon, donc, comme dans de nombreux hôpitaux, leur avait fait un don de masques de plongée. Et avec l'aide d'Airbus qui a imprimé des petites pièces, en fait, notamment pour la filtration des masques, eh bien, les soignants ont pu être protégés. Donc, les masques Decathlon, pareil, ce n'est pas adapté à toutes les situations pour les soignants, mais c'est très intéressant dans certaines situations pour les ORL, pour les anesthésistes. Donc, c'est des choses qui ont pu être utilisées. Ils ont aussi imprimé des poignées de porte. Donc, c'était assez rigolo de voir en fait en fonction. Donc, nous, par exemple, à l'APHP, on imprimait un modèle. À Pasteur, ils en imprimaient un autre. Donc, ça a été assez intéressant finalement de voir en fait plusieurs initiatives qui, en étant coordonnées, ont donné des résultats qui fonctionnaient, mais un petit peu différents. Puis pour le futur, ça permet aussi de voir ce qui a mieux marché, ce qui a moins bien marché, ce qui était plus pratique, etc. Donc ça, c'était pour la clinique Pasteur. Donc une autre utilisation du numérique. Ensuite, alors je n'ai pas d'image, mais il y a encore à Toulouse, justement, le docteur Jean-Louis Fraisse faisait partie de l'initiative, mais ils ont mis un petit bot par SMS de suivi en fait pour les patients atteints de SLA et de maladies neuromusculaires, puisque en fait, c'est des patients qui, au domicile, on leur a tout d'un coup retiré pour certains les auxiliaires de vie, les kinés, et donc ils étaient un petit peu en rupture de soins, les soins étaient compliqués à organiser, et donc ils ont fait un petit bot en fait tout simple par SMS où ils ont commencé la première fois par envoyer plus de 700 SMS à leurs patients. Ils ont eu plus de 100 réponses et en 24 heures, en fait, ça a permis d'organiser plus de 40 téléconsultations. Donc, comme quoi, ça a bien marché. Et en fait, la thématique, c'était le coronavirus avec les patients potentiellement symptomatiques ou exposés, mais aussi le soutien psychologique et les difficultés qu'ils pouvaient avoir à domicile en étant plus isolés. Et donc, en fonction des réponses, eh bien, ils pouvaient soit organiser des téléconsultations, soit leur rappeler les ressources à disposition en ligne. C'est des ressources que souvent, on oublie qu'elles existent, donc des fiches conseils, des ressources sur Internet. Et puis, ils pouvaient être en relation avec une infirmière coordinatrice pour les aider en fait, à organiser les soins. Donc ça aussi, finalement, donc le numérique, c'est très large. J'essaie de prendre des exemples très différents, mais le low-tech fait aussi partie du numérique et peut être très efficace. Un dernier exemple, j'aime bien toujours dire les initiatives qui sont bien, mais aussi
celles qui sont, en quelles je ne suis pas sûre que ça fonctionne, mais bon, écoutez, on verra, j'espère me tromper, mais j'avais vu un article qui disait qu'alors aux États-Unis, ils ont fait une plateforme et en fait, à l'aide, alors là, ils montrent une montre, mais en fait, c'est avec une bague connectée qui se met autour du doigt et qui prend à peu près les mêmes paramètres que la montre connectée, qu'ils étaient capables en fait de repérer les symptômes du coronavirus 3 jours avant le début des symptômes cliniques. Donc, l'idée, c'est qu'ils disent qu'en fait, ils pourraient dépister les patients asymptomatiques ou présymptomatiques avec, je crois, une sensibilité quasiment de 90%. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Donc là, ils seraient en train de lancer une étude sur 30 000 personnes. Sauf que, alors aux États-Unis, ils ont encore beaucoup plus de cas que nous, mais finalement, les cas vont. Enfin, je pense que c'est quand même aujourd'hui compliqué de trouver 30 000 patients à inclure. Et puis, en fait, finalement, les symptômes du coronavirus, du Covid-19 sont particulièrement aspécifiques. L'anosmie se retrouve dans plein d'autres virus, la fièvre, la toux. Donc, voilà, il faut tout essayer, mais je pense que dans cette crise, on a vu des choses qui marchent bien et d'autres qui marchent moins bien. Et ce qu'il faudra retenir, c'est ce qui marche bien. Ensuite, sur Internet, donc j'ai trouvé qu'il y avait des initiatives qui étaient particulièrement bien. Donc ça, c'est une initiative du ministère de la Santé auquel j'ai également pu participer. Je vous avouerai qu'au début, pour avoir participé plusieurs fois à des projets du ministère et avoir été, je vais être honnête, déçue plusieurs fois, j'ai un peu traîné des pieds. Et puis finalement, voilà, c'était en partenariat avec la délégation du numérique en santé. Voilà, je connais Dominique Pont, je sais qu'il avance vite et bien, l'équipe avait l'air bien et donc j'ai cédé. Et puis en fait, je suis très contente, j'ai été hyper impressionnée de la rapidité du lancement du site et de l'agilité qu'on avait, vraiment, j'en revenais pas. Et donc en fait, c'est un site qui permet en quelques questions de pouvoir avoir des conseils personnalisés en fonction de notre profil, si on a été diagnostiqué positif, si on a été en contact. Et puis, en fait, on vient de faire la partie pédiatrique qui devrait sortir aujourd'hui, qui n'était pas si évidente à faire au début parce qu'il y a beaucoup moins de recommandations. Et puis, le gouvernement a été extrêmement strict, beaucoup trop strict, je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, notamment pour les mesures dans les crèches et dans les écoles. Et donc, je me suis dit, non, mais je veux dire, avec ce qu'ils ont fait, ils vont nous dire que rien n'est possible, qu'on peut pas utiliser le bon sens pour conseiller les parents. Eh bien, si. Donc, voilà, c'est une partie qui sort aujourd'hui et c'est quelque chose qui est très utile. Et puis, une autre initiative à laquelle je participe également et j'en suis très contente, qui est briserlachaîne.org. Donc, c'est un site web qui a été créé par une ONG qui n'a rien à voir avec le gouvernement, qui s'appelle Bias Impact. Et en fait, l'idée, c'est au moment de Stop Covid, en fait, Stop Covid, voilà, on sait qu'il y a toutes les problématiques des données personnelles, les problématiques technologiques aussi, bien sûr, de l'utilisation du Bluetooth, de tous les faux négatifs, et puis finalement de la nécessité d'adoption massive par la population. Sinon, honnêtement, pour moi, j'ai du mal. Je pense pas que ça peut. Voilà, je pense pas que la valeur ajoutée soit particulièrement forte. Et d'ailleurs, dans les autres pays, ça a bien montré que ça fonctionnait pas tellement. Donc voilà, moi c'était quelque chose pour lequel j'étais pas. Je trouvais que c'est bien de faire des initiatives et en tout cas de tester des choses. Mais voilà, à côté il y a Briser la chaîne qui s'est montée et donc c'est une application mais qui est basée sur le web, donc il n'y a pas besoin de la télécharger. On remplit en fait son profil, si on a des symptômes ou si on a été diagnostiqué positif. Et en fait, tout simplement, donc il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de GPS, c'est basé uniquement sur la bonne volonté de la personne qui se dit, voilà, je pense que je suis infectée ou je suis infectée. Il faut que je prévienne en fait les personnes avec qui j'étais en contact. Et donc l'appli nous aide à calculer notre période de contagiosité, nous aide à nous rappeler de qui on a pu croiser, en sachant que les personnes contacts, c'est pas les personnes contacts à risque, c'est pas ceux qu'on a croisés au supermarché, c'est ceux avec qui on a été en interaction vraiment pendant plusieurs minutes en face à face, sans masque, et donc à leur envoyer un message soit de façon non anonyme, soit de façon anonyme. Donc c'est vraiment quelque chose où finalement, même s'il n'y a qu'une seule personne qui l'utilise, eh bien pour les contacts qu'elle aura prévenus, c'est déjà utile. Donc il n'y a pas besoin d'adoption massive, il n'y a pas de collecte des données, il n'y a pas de téléchargement, il n'y a pas de compte. Donc pour moi, c'est quelque chose, c'est une super initiative. Et donc j'ai trouvé ça très bien. Hop.
Donc voilà pour les initiatives que j'ai un petit peu vues se développer partout, partout en France et que j'ai trouvées bien dans dans la grande majorité des cas. Ensuite, moi, personnellement, donc qu'est-ce que j'ai vécu dans la pratique? Donc, moi, je suis aux urgences pédiatriques. Donc, finalement, on n'a pas du tout eu de vague de coronavirus puisque les enfants étaient très peu symptomatiques et surtout développaient extrêmement peu de formes graves. Mais j'ai été mutée dans un service de pré- et post-réanimation adulte Covid. Donc, c'était très angoissant avant d'y aller en tout cas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais quelques applis dans mon téléphone, mais finalement, je les avais téléchargées il y a longtemps. Et donc, tout de suite, moi, j'ai été sur Internet en recherchant toutes les applications qui pourraient m'aider, moi, dans ma pratique. Et puis, en plus, l'adulte, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Donc, toutes les petites applis assez pratiques. Donc, je pense que j'ai pas été la seule médecin à faire ça. Ensuite, la PHP avait fait un partenariat avec un site, je vous l'ai mis là, qui s'appelle Corp Academy. Et donc, en fait, ils ont fait des MOOC. Donc, c'était tout simple, hein, il n'y avait rien enfin, voilà, c'était vraiment du MOOC basique, mais c'était extrêmement utile. Et je sais que moi, dans les jours d'avant, j'ai passé des heures sur la plateforme à faire tous les MOOC sur voilà, la ventilation, les mesures d'hygiène, en fait, finalement, apprendre à s'habiller et à se déshabiller avec les mesures d'hygiène correctes. Donc, il y avait plein de choses. Enfin, voilà, il y a eu des MOOC pour la gériatrie, pour les EHPAD. Et donc, ça, c'était accessible, en fait, pour tout le personnel de façon gratuite. Donc, ça, j'ai trouvé ça très bien. Donc, ça, c'était pour me préparer, finalement, à aller dans le service de pré- et post-réanimation. Ensuite, au sein de la PHP, il y a des newsletters qui ont été mis en place, notamment sur la bibliographie de toutes les publications du coronavirus qui sortaient. En fait, on avait une sélection par semaine d'une vingtaine de publications qui étaient commentées et résumées. Donc, il y avait voilà, les MOOC, les newsletters, ça, j'ai trouvé ça bien. Au sein de l'hôpital, il y a eu, bien sûr, les téléconsultations qui étaient organisées. Donc, moi, finalement, étant aux urgences et dans le service de post-réa, c'est quelque chose qui était pas, enfin, dont j'ai pas eu à me servir parce que c'est pas finalement dans ma pratique. Mais en tout cas, mes collègues m'ont dit que c'était très pratique. Alors, téléconsultation, il y a eu énormément de téléconsultations. En fait, elles se sont simplement faites par téléphone. Il y avait un logiciel, mais la PHP étant une grosse machine et ils font des choses bien, mais bon, niveau logiciel, on sait que parfois c'est compliqué. Et donc, il y avait un logiciel qui s'appelait Hortif qui n'était pas forcément super facile à prendre en main. Et donc, il y en a pas mal qui ne l'ont pas utilisé parce que, voilà, entre la prise en main par le soignant qui n'a pas l'habitude, la prise en main par le patient qui n'a pas l'habitude, ce n'était pas forcément évident. Mais énormément de choses se sont faites par téléphone, d'autres par visio. Et c'est quelque chose qui a très bien marché. Et comme à Bordeaux, en fait, il y a pas mal de médecins et de patients qui demandent à continuer. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va continuer dans le futur. Et ça, c'est super. Au sein du service, eh bien, finalement, nos réunions de service se sont faites par Zoom. Donc voilà, pareil, hein, des choses qu'on n'avait pas l'habitude. Et puis finalement, c'est bien pratique quand on n'a pas à se déplacer et qu'on peut faire la réunion quand on est de repos de chez soi. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Et puis au sein du service, après, grâce à la plateforme Covid 3D, j'ai pu ramener en masse des visières. Donc ça aussi, c'était très pratique. Alors ça a été hyper intéressant parce que finalement, il y a visière et visière, hein. Vous avez plusieurs, enfin, je pense que j'ai vu passer entre Covid 3D et ce qu'on nous a envoyé au moins mais 8 modèles de visières différents, avec élastique, sans élastique, avec des feuilles fines, avec des feuilles grosses là, qui protègent. Alors il y en avait qui se rayaient, il y en avait qui s'arrachaient, il y en avait qui étaient solides mais qui serraient trop. Donc voilà, donc ça a été très intéressant en fait de faire partie un petit peu des deux côtés. D'un côté, je participais à des initiatives pour le grand public et les soignants, et de l'autre, finalement, en tant que soignant et puis en tant que public, en fait, je me servais de ces initiatives, et donc ça a été très intéressant de voir que voilà, il y a plein de choses qui se sont faites, mais que finalement, il fallait toujours adapter parce que voilà, une visière, c'est plus compliqué que ça en fait. Quand on l'a dans la pratique, on se rend compte que voilà, quand on veut mettre son stéthoscope, et si la feuille est trop large, on n'arrive pas à le mettre derrière ses oreilles. Donc ça a été très intéressant, voilà, de faire partie de ces deux côtés-là. En tout cas, clairement, les choses ont avancé extrêmement vite et ça, c'est top. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont rester, et donc je pense que ça c'est aussi quelque chose de très bien. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Je serais contente de répondre à vos questions. Qu'est-ce que j'avais Oui, non, c'était la fin. Je serais contente de répondre à vos questions dans la mesure du possible, hein. Je n'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais
Mais voilà, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Une question, merci beaucoup Cécile, parce que c'est passionnant ce tour d'horizon qui est très complémentaire. Une question qui revient et qui est, je pense, aussi bien pour Monsieur Bubien que pour toi, et qui concerne toute la partie téléconsultation et surtout les plateformes de téléconsultation. Virginie de César nous dit, les plateformes que vous évoquez, Zoom par exemple, pour la télémédecine ne sont pas sécurisées. Quel risque pour les patients? Alors ça, Alors, on parle beaucoup ouais. actuellement. Donc, si vous pouviez nous donner votre point de vue l'un et l'autre, ça serait extrêmement intéressant. Alors, pour ma part, donc pour ce qui est Zoom, en fait, c'était pour les réunions de service. Donc, il Oui, n'y avait absolument pas de problème de confidentialité puisque dans les réunions de service, on ne parle pas des cas patients. Ce n'était pas pour des staffs, c'était vraiment pour l'organisation du service. Donc, ça, il n'y avait pas de souci. Pour ce qui est des téléconsultations de la PHP, la plateforme Hortif est parfaitement sécurisée. Après, pour toutes les téléconsultations par téléphone, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Enfin, c'était vraiment, c'est de téléphone à téléphone. Donc, c'est en fait, finalement, on appelait déjà les patients avant. Hein, donc, ça, il n'y avait pas de modification. Et puis après, si je ne m'abuse, je crois que dans le cadre du coronavirus et de l'urgence sanitaire, en fait, les téléconsultations qui n'utilisaient pas de services spécialement sécurisés étaient autorisées. Finalement, du fait du bénéfice, je pense qu'en fait, quand on est dans une crise sanitaire, il faut savoir peser les risques et les bénéfices. Et si effectivement le service n'était pas sécurisé et donc théoriquement il y a un risque, eh bien finalement le bénéfice de prendre en charge ce patient a été supérieur. Donc ça, après, je pense que finalement, entre nous, c'est du bon sens. Mais, mais oui, voilà, il y a pu avoir des solutions non sécurisées qui ont été utilisées hors à PHP ou en ville, mais je pense que c'était pour le bien du patient et que bien sûr, c'est des choses qui ne sont pas pérennisées. Enfin, je veux dire, s'il y a un risque, une fois qu'on retombe hors urgence sanitaire, il faut absolument utiliser des plateformes sécurisées. Voilà pour ma part. Monsieur Bubien veut intervenir sur ce sujet. Oui, alors, on n'a pas utilisé Zoom pour les consultations, hein. On a essayé d'utiliser une plateforme sécurisée, c'est ClickDoc. Donc j'espère que c'était bien sécurisé. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Par ailleurs, c'était que des consultations. Il n'y a pas d'envoi de documents pendant ces consultations. Zoom n'a été utilisé que pour des réunions du type administrative, voilà, et encore très rarement. On a fait très attention à ce que tout ça soit le plus sécurisé possible, mais comme le disait Cécile Monteil à juste titre, ce qui comptait, c'était le bénéfice du patient avant tout. De toute façon, on le voit bien, en cette période de crise, on a inventé, on a été innovant, on a fait des choses nouvelles. Bien sûr que tout n'était pas parfait, mais on a évolué et on a su évoluer de manière pragmatique au fur et à mesure des avancées que nous avions en la matière. Et ça, c'est vraiment important de le voir, parce qu'à posteriori, c'est aussi facile de dire il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça, mais dans la crise, je pense que tout a été traité le mieux possible de manière à assurer la plus grande sécurité aux patients et surtout à le suivre, parce qu'on le sait, il y a eu des pertes de chance en la matière. On le sait, il y a des patients qui ne sont plus fait suivre parce qu'ils avaient peur d'aller à l'hôpital. Tous les médecins que j'ai vus qui ont pratiqué les téléconsultations, téléexpertises, etc., télésuivis, ont tous dit que beaucoup des patients avaient peur de revenir à l'hôpital. Et alors là, c'est en train de s'estomper, heureusement, mais ça dure encore. Pour les urgences, qu'elles soient adultes ou urgences pédiatriques, on a eu une chute du nombre de passages de 60%. Donc on est passé à moins 60%. Et dans les premiers temps, on a eu du mal à suivre certains patients et certaines maladies chroniques, tout simplement parce que des patients avaient peur de venir à l'hôpital. Donc moi, je pense qu'il fallait vraiment réagir et je trouve que la communauté médicale et paramédicale a extrêmement bien réagi en la matière en appelant tout le monde et grâce à ces plateformes, je pense qu'on a pu suivre au mieux. Alors j'espère qu'il n'y a pas eu de problème de confidentialité ou de secret médical rompu. J'espère. En tout cas, on a tout fait pour ça.
Merci beaucoup. On y reviendra peut-être à la fin parce que c'est vrai que Virginie de César nous dit que, ben oui, en effet, la loi le permettait, mais qu'il y a des solutions françaises sécurisées, hébergées HDS. Je vois que Jacques Lucas voudrait nous donner son avis aussi. Elisabeth, est-ce qu'on passe à la troisième Oui, présentation? je pense qu'on va passer à la troisième Jacques présentation. après? On passe à la troisième présentation. On a beaucoup de questions. On les posera à la fin parce qu'elles vont concerner un peu tout le monde. Donc, la parole est à Véronique. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Très bien. Parfait. Donc, après tout ce qui s'est dit qui est très intéressant, moi, je vais parler d'une initiative qui est l'initiative Covisan, qui a été développée par la PHP. En préambule, la tech a été d'un énorme, évidemment, service. On a vu tous ces exemples. Et tout d'abord, c'est grâce à, c'est pas de la high-tech, mais de la low-tech, effectivement, tous les systèmes de communication, les systèmes digitaux. Donc, moi, je suis médecin, j'étais réserve de santé et j'ai été appelée par la PHP qui cherchait des renforts. Donc, ce qui explique que dans la présentation, je suis docteur et infirmière, puisqu'ils nous ont demandé, nous, les médecins de réserve, si nous étions prêts à intervenir en tant qu'infirmiers ou infirmières, ce que j'ai évidemment accepté. Donc, ce qui a été extraordinaire, et grâce à tous ces systèmes de communication, que ce soit les WhatsApp, les Slack, des apps qui ont été développées par des startups en l'espace de quelques jours, je pense que tout le personnel de santé de réserve a été mobilisé extrêmement rapidement. Nous avons été formés. Cécile a montré les dispositifs de formation. Moi, on a été formés aux soins infirmiers avec des mises à jour. On a été formés à la gestion du dossier patient qui est le système Orbis pour les hôpitaux, pour la PHP. Donc, grâce en l'espace de une semaine, je pense que nous étions opérationnels, ce qui est quand même absolument extraordinaire. Et donc, du coup, après avoir été d'abord en soins tout au début, le dispositif Covisan, dont je vais vous parler, a été mis en place à partir du 15 avril et j'ai été ensuite réaffectée sur le dispositif Covisan. Alors, le dispositif Covisan est un dispositif qui est à l'opposé de la tech, qui a été permis par la tech, mais qui est un dispositif qui est social et qui est au plus proche du patient. Donc, qui permet au contraire, quand on parle de risque pour le patient, c'est grâce à la tech qu'on a pu intervenir, qu'on a pu mettre en place ce dispositif. Donc, Covisan, c'était quoi? Donc, c'était développé par la PHP avec beaucoup de partenariats. Ça a été proposé par le professeur Renaud Piarou, qui est le chef de service de parasito de la Pitié-Salpêtrière. Et c'est un dispositif donc, qui a été innovant, qui a été mis en place en l'espace de quelques jours, qui est sanitaire et qui est solidaire, et qui a été basé sur son expérience de médecine d'urgence et humanitaire en Haïti sur des épidémies de choléra. Donc, l'objectif, c'était de casser les chaînes de transmission dans des foyers familiaux, en identifiant, en accompagnant et en proposant une démarche de prévention au plus grand nombre de personnes potentiellement contaminantes et également à leur contact. Donc, c'était vraiment de casser la chaîne de contamination, de prévenir la constitution de foyers de clusters, d'optimiser les mesures d'isolement également à domicile et de contribuer à l'acceptation du confinement. Donc, grâce à une démarche qui était bien évidemment médicale, bien évidemment sociale et également éducative et pédagogique. Donc, en fait, Covisan s'est avéré être un programme de tracing sans app, manuel et réel, et de testing massif des populations. Donc, l'approche a été faite en partenariat avec des hôpitaux de la PHP, des professionnels de ville, des collectivités territoriales, donc la région, la mairie de Paris, des ONG et des entreprises, pour citer par exemple l'Accor, qui a mis à disposition ces hôtels pour qu'on puisse proposer des isolements à des patients qui vivaient dans des espaces trop petits et qui ne pouvaient pas s'isoler chez eux. Également d'autres entreprises pour amener des repas à domicile, pour faire des courses, etc. Donc, le programme a démarré mi-avril. 700 personnes ont été formées en l'espace d'une petite semaine au niveau de la PHP, dans le centre de formation. 4 établissements pilotes à l'initiative de la Pitié ont démarré très, très rapidement. Et ensuite, il y a eu un passage à l'échelle qui a été quasi immédiat, grâce à
à la collecte de data quotidienne qui était échangée, aux ajustements sur le programme. Évidemment, tout ça permis, je ne vais pas parler de la tech, mais évidemment, tout ça permis grâce aux réseaux sociaux, à la communication, aux différentes apps qui ont été utilisées. Donc, très rapidement, ces 15 hôpitaux de la PHP, qui en fait avaient une localisation géographique qui nous permettait de couvrir à peu près toute la région parisienne. Donc, 15 établissements de la PHP ont rejoint le programme et je pense que nous avons été opérationnels pratiquement le 17 avril. Donc, très rapidement dans le début de la pandémie. Donc moi, personnellement, j'ai rejoint le programme le 17 avril dans un hôpital de banlieue à Colombes, l'hôpital Louis Mourier, donc, où nous avons travaillé beaucoup avec tout un réseau de médecins généralistes, des centres médico-sociaux, les urgences de l'hôpital Louis Mourier, et nous avons travaillé sur les banlieues, des banlieues parisiennes. Donc en pratique, qu'est-ce qui se passait à partir de tous ces personnels et de tous ces partenaires, ils appelaient sur une plateforme téléphonique de l'hôpital qui nous transmettait les dossiers à la cellule Covisan. Alors, il faut savoir que là, on est très, très loin de la tech. On nous a donné un petit bureau au fin fond d'un couloir dans lequel nous étions la cellule. Et à partir de là, donc, on prenait une prise de contact téléphonique avec la personne identifiée sur la base de son volontariat et de son acceptation, bien évidemment. Et là, nous menions toute une enquête téléphonique sur les conditions de vie, les conditions médicales et surtout les contacts. Donc, à partir de cette personne donc infectée, index, nous retracions tous les contacts familiaux, les contacts directs, dont parlait Cécile aussi, c'est-à-dire des contacts, oui, pas dans un magasin, mais directs, mais qui pouvaient être familiaux, mais qui pouvaient être également professionnels. Donc, avec tout un système qui permettait également, pour les contacts pas tout à fait directs, de prévenir ces contacts. Donc, vraiment, on a fait du tracing. Et ensuite, on proposait, en fait, grâce à nos équipes mobiles, d'aller faire le testing à domicile et d'aller tester tous les membres d'une même famille. Membres d'une même famille en banlieue, et c'est là où le programme est très solidaire et social, nous avons pu tester jusqu'à 15 personnes dans des conditions qui vivaient dans des conditions très difficiles. Nous avons encore testé mardi 100 personnes dans un centre, un foyer de travailleurs, à partir d'une personne positive. Et donc voilà, donc un travail de terrain, travail proche des patients, mais complètement possible grâce à tout ce qui s'était passé en amont et évidemment également ensuite à du reporting qui était quotidien grâce aux outils digitaux. Donc sur place, nous testions. Nous avions également un rôle social et pédagogique énorme en expliquant la contamination, le virus. Tout à l'heure, un médecin, quelqu'un a posé une question. Nous avons distribué systématiquement des kits pour chaque personne de la famille avec des masques pour 15 jours de masques. Des gels, et merci aux grandes entreprises qui se sont mobilisées pour fournir les gels, parce que nous, tous les gels qui nous ont été fournis, voilà, c'était LVMH et Clarins. Donc, on a fourni à toutes ces familles un kit par personne également. Nous proposons également à ce moment-là des solutions d'isolement avec les solutions de logement dans les hôtels Ibis proposées par Accor, et également des solutions de services à domicile. Donc voilà, je vais vous donner quelques chiffres après. Donc en parallèle, évidemment, au niveau de la PHP, il y avait aussi une plateforme téléphonique qui s'appelait Covidom, donc on a déjà un petit peu parlé, qui était donc le suivi des patients à domicile, ces patients étant appelés très régulièrement pour voir l'évolution des symptômes, etc. Donc une part médicale, une part sociale, une part pédagogique très très importante. Et donc quelques chiffres au 8 juin. Près de 5000 personnes, patients, ont été orientés et intégrés à Covisan à partir de 2000 cas index, donc 2000 cas identifiés, enfin testés positifs et intégrés, signalés à la plateforme Covisan. Et donc derrière, 5000 personnes qui ont été testées. C'est 58 équipes mobiles dans Paris, région parisienne, 1400 visites à domicile, 4000 tests réalisés et au total quand même 4,5% de patients testés positifs dans tous les tests que nous avons faits. Écoutez, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que vous pouvez conclure sur un ou deux chiffres encore? Et je suis désolé de vous interrompre. On va peut-être essayer de poser une ou deux questions supplémentaires. Est-ce que je voulais juste conclure avec un ou deux éléments supplémentaires?
Bon, écoutez, enfin, en termes de chiffres, voilà, c'est les chiffres principaux. Donc, les principaux learnings aujourd'hui, c'est que c'est du hôpital hors les murs. Quand on parle du Ségur et de la réorganisation de la santé, je pense que tout ne se passe pas à l'hôpital, que l'hôpital peut se déplacer. Et la technologie nous permet de faire ça. On parlait des téléconsultations. Le chiffre de la PHP, c'est 116% au mois de mai d'augmentation des téléconsultations par ailleurs. Donc, des équipes mobiles, des équipes dédiées, un passage à l'échelle d'emblée, une agilité, une innovation extraordinaire. On a fait du tracing réel et pas virtuel. On a cassé des clusters. On a maintenant un dispositif qui est rodé et efficace et qui nous permettra d'être un marqueur précoce de reprise, également de reprise d'activité. Donc, sur un plan épidémiologique, c'est absolument exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cécile. Merci beaucoup à tous, à tous les trois. En fait, on a dépassé notre temps, on a presque dépassé notre temps, mais on va quand même garder un petit peu de temps pour la conclusion parce que c'est très important. Au travers de vos trois témoignages, ce qui est absolument évident, c'est que cette période est une période extraordinaire de richesse, d'agilité, d'innovation, de nouveaux modes de collaboration public-privé, de pratiques nouvelles inventées par les professionnels de santé, les patients au bénéfice de tout le monde, au bénéfice bon, voilà. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça et maintenant qu'on commence à sortir effectivement de cette période de crise, ça c'est une question que je vous pose à tous les trois, vous aurez 2 minutes pour répondre, excusez-moi de directive, mais c'est finalement qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va, après toute cette période de créativité et d'agilité absolument insoupçonnée, comment on va faire pour ancrer durablement ceci dans les pratiques et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et quelles sont les recommandations que vous pourriez faire aussi vis-à-vis des pouvoirs publics en la matière. On commence par qui veut répondre en premier? Moi, je veux bien prendre la parole, comme ça 2 minutes maximum. Hein. Il n'y en aura pas pour 2 minutes. Moi, je pense que ce que ça a montré d'abord, c'est que on peut réorganiser notre système de soins de manière extrêmement rapide, que l'autonomie est un élément essentiel et elle est extrêmement demandée aujourd'hui dans le Ségur et par tous les soignants et les hôpitaux, qu'on peut réagir extrêmement vite et d'un côté, il faut peut-être remplir 3 formulaires pour obtenir un stylo, mais en même temps, en 1 semaine, on met en place un dispositif qui permet de servir en santé publique, de servir une société, de servir une communauté. Donc, autonomie, responsabilisation et partage également, je pense maintenant. On est aussi à l'heure où on a tous des expériences. Moi, j'étais tout à fait passionnée par ce qui s'est passé à Bordeaux et je ne sais pas du tout, par contre, étant pas personnel à PHP, est-ce que tous ces hôpitaux vont partager également pour finalement tirer les meilleures leçons et pour pouvoir capitaliser dessus également pour le futur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a montré qu'on peut se préparer, on peut être prêt, grâce au personnel soignant et aux hôpitaux, on est passé à travers cette crise. Merci beaucoup. On va demander au docteur Monteil de nous donner son sentiment avant Monsieur Bubien. Alors, moi, bien sûr, je pense qu'il y a pas mal d'outils qui vont rester dans la pratique. En fait, une fois qu'on l'a mis dans les mains des gens et qu'ils ont pu les utiliser, ils en voient l'intérêt. Et donc, notamment pour la consultation, je pense que ça va permettre de pérenniser les choses. Et puis, pour plein d'autres initiatives. Après, je pense que pour la France et le gouvernement, en fait, il faut mettre la barre plus haut, quoi. Toutes ces choses qui ont pu marcher pendant cette période de crise sanitaire, on a vu qu'on pouvait. On a vu qu'on était capable et donc, effectivement, il faut arrêter de vouloir 3 formulaires pour un stylo. On voit qu'on sait faire, on voit que quand on veut, on fait bien. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on faisait avant et d'arriver à faire bouger les choses et à avancer plus rapidement. Finalement, l'agilité, on dit toujours oui, dans les mastodontes, on ne l'a pas, etc. Mais là, même alors pas partout dans le ministère, je pense, mais on était capable, même avec les ministères, on a fait des choses agiles, même avec la PHP, on a fait des choses agiles, donc continuons. Et puis après, forcément, c'est toujours le même souci à la fin, hein, c'est toujours qui paye. Bon, et en fait, finalement, là, j'espère que ça a quand même mis en valeur le fait que la santé, c'est un des biens précieux qu'on a avec notre planète. Hein. S'il n'y a pas la planète, il n'y a pas d'humain. Et s'il n'y a pas la santé, il n'y a pas d'humain non plus. Donc, je comprends que le reste est important et qu'il faut faire tourner le monde. Mais finalement, c'est quand même un des biens les plus précieux qu'on a. Donc, peut-être, voilà, il faut, les sous, il faut arriver à sauver l'hôpital public. Il faut arriver à injecter des sous dans le système de santé. Les gens vivent
plus vieux. C'est comme ça, hein, la santé, ça coûte des sous, et c'est bien le plus précieux qu'on a, donc il faut arriver à investir. Merci Cécile. Monsieur Bubien, à vous. Oui, écoutez, on dit souvent que le système de santé, on disait souvent que le système de santé, c'est un mastodonte difficile à bouger et étonnamment lourd. Moi, j'ai trouvé que justement, cette crise a montré que ça n'était pas le cas, qu'on a des hôpitaux publics qui sont extrêmement performants, et ça, j'y ai toujours cru, mais ça l'a vraiment mis en lumière. L'adaptabilité, la réactivité, la solidarité également entre les établissements, entre les régions sont vraiment importants. Je vois qu'on a réussi à faire des choses assez extraordinaires, pas seulement en matière de technologie, de nouvelles technologies, mais également au quotidien de travail entre services, entre établissements, entre public-privé, entre publics et libéraux. Moi, j'espère qu'on va réussir à transformer l'essai, qu'on va passer de la période de crise à une période chronique qui permettra de développer tout ce que nous avons fait et qui a été réussi. Il faudra qu'on ait des rétextes, des retours d'expérience nombreux de manière à analyser tout ça et à rendre pérenne. On dit souvent que c'était mieux avant, et moi j'espère que ce sera mieux après. Merci beaucoup. Merci vraiment à nos 3 intervenants. Merci à vous tous qui vous êtes connectés aujourd'hui. Pardon, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions qui ont été très nombreuses, mais on essaiera de faire un suivi. Pour conclure, je voudrais dire que on vous donne rendez-vous pour un nouveau webinaire le 25 juin prochain avec Stéphanie Combe, qui est directrice du Health Data Hub, et le docteur Antoine Flao, qui est professeur de santé publique à l'école de médecine de l'Université de Genève, pour évoquer la thématique de l'intelligence artificielle et du Covid. C'est très complémentaire, bien sûr, avec une question: quelle place pour la décision humaine? En tout cas, écoutez, on est dans les temps. Merci à tous. Merci encore à tous les 3 et puis au plaisir. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci, à bientôt.